Et parlons de l'économie américaine à présent, comme chaque lundi avec Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. On va en venir aux États-Unis, mais l'actu du jour c'est quand même la Chine. Et je sais que la Chine, dans votre scénario global, depuis un moment, vous nous le dites Thomas, c'est peut-être le premier risque pour l'économie globale aujourd'hui. On a eu beaucoup de données chinoises portant sur le mois de décembre et sur l'ensemble du quatrième trimestre. Et puis, une petite baisse surprise de 10 points de base des taux d'intérêt moyen terme délivrés par la Banque centrale chinoise, qui semble confirmer qu'il y a un sujet chinois quand même en termes macroéconomiques en tout cas, Thomas. Oui, alors peut-être 3 points sur ces chiffres de croissance chinoise. Premier point, c'est l'économie ancienne chinoise qui tire la croissance. Et là, il y a quand même un sujet, puisqu'on parle vraiment des exportations. On a vu la balance commerciale chinoise qui est en fort surplus, d'ailleurs un record, je crois, pour la balance commerciale. Ça, c'est l'ancienne Chine. C'est la Chine du manufacturier, c'est la Chine des exportations. Or, le problème, c'est que la Chine, la nouvelle Chine, puisqu'on devait y avoir une transition vers la demande intérieure au détriment de la demande extérieure. Et cette demande intérieure, elle n'est pas au rendez-vous, parce qu'on a des ventes au détail au mois de décembre, donc comme vous avez dit, 1,7% en glissement annuel, ce qui est très bas. Donc là, il y a quand même un vrai sujet de cette transition économique chinoise qui a l'air d'aller plutôt en sens contraire. Deuxième point, il y a quand même un sujet immobilier. Alors, la vue d'ensemble, c'est donc cet investissement dans l'immobilier qui est en baisse de environ 14% en glissement annuel. Donc, c'est très mauvais, même si en effet, les derniers chiffres, là, nous montrent peut-être des signes de stabilisation. Mais bon, voilà, quand même, on a les autorités, et notamment la Banque centrale, qui doivent donc baisser les taux et alimenter en liquidité, notamment pour soutenir les bons acteurs de la branche. Parce qu'il faut faire en sorte de cautériser, c'est-à-dire que le ralentissement chinois ne se propage pas aux bons acteurs de la branche. Et peut-être rapidement, troisième point, si on regarde pour 2022, vous avez quand même ce grand sujet de la politique zéro Covid, qui est vraiment l'épée de Damoclès sur la croissance chinoise et en particulier sur la consommation. Je rappelle qu'on aura quand même des Jeux Olympiques le mois prochain en Chine avec du brassage de population. Bref, il y a quand même un vrai sujet zéro Covid en Chine et en particulier pour la consommation qui reste donc une menace pour la croissance chinoise. Donc en effet, la Chine, c'est quand même un thème à continuer à regarder en 2022. Il y aura déjà un premier test pour la consommation chinoise avant même les JO avec une semaine de vacances nationales à la fin du mois de janvier. On verra effectivement comment les autorités autorisent ou n'autorisent pas les déplacements de population et on verra ce qui pourra ressortir de cette semaine en termes de consommation sur le plan domestique en Chine. Venons-en à la partie américaine, Thomas. Enfin, les choses vont tellement vite depuis le dernier FOMC du 14 et 15 décembre dernier avec la publication des minutes sur la première semaine de 2022, qui est quand même un marqueur de ce début d'année, qu'on se demande désormais si 3-4 hausses de taux, plus un début de réduction du bilan dès cette année, est-ce que des mesures monétaires telles qu'elles sont signalées aujourd'hui par bon nombre de membres de la Fed seront suffisantes pour interrompre, maîtriser, contrôler le risque inflationniste aux États-Unis? Oui, et puis pour revenir à l'image de l'économie mondiale, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a donc une Chine qui exporte trop et les États-Unis qui consomment trop. Ça me rappelle, moi, l'économie mondiale d'il y a 10 ans. Bref, on a l'impression qu'on n'a pas avancé depuis. Et en effet, les Américains consomment trop. Et on peut se demander, alors certes, la plupart de l'inflation actuelle vient des goulets d'étranglement dans les chaînes de production et des problèmes d'offres. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un problème de demande. Il y a un surcroît de demande aux États-Unis. On le voit, même si, et d'ailleurs c'est bienvenu, les ventes au détail ont un peu marqué le pas au mois de décembre, mais il y a toujours des ventes au détail qui sont environ 10% au-dessus de la tendance pré-Covid. Donc on a trop de consommation et on peut se demander si cette surconsommation n'alimente pas également l'inflation. Et donc comment faire pour faire rebaisser la consommation? Finalement, ça va être ça peut-être le défi pour 2022. La Fed, en effet, est dans un schéma très gradualiste, c'est-à-dire qu'on fait une hausse de taux potentiellement chaque trimestre. On va faire du bilan, mais ça va être du bilan passif, c'est-à-dire qu'on va arrêter de renouveler les achats d'obligations. Mais on peut se poser la question si on ne va pas devoir basculer dans un deuxième schéma, qui est un schéma où on doit combattre l'inflation de façon proactive. Et là, ça voudra dire des hausses de taux plus sévères, potentiellement 50 points de base, et aussi sur le bilan, des ventes nettes de titres. Alors, je pense qu'on n'est pas encore là, mais ce risque-là n'est pas à complètement négliger pour 2022.
Ouais, c'est intéressant, hein. Ça va dans le sens d'un entretien de l'investisseur Bill Ackman que je lisais ce week-end qui dit il faudrait peut-être même que la Fed commence dès le mois de mars avec une hausse de 50 points de base pour choquer un peu le marché et montrer qu'elle est sérieuse dans sa détermination à maîtriser ce risque inflationniste. Et ça, c'est pas quelque chose qui est encore anticipé, j'imagine, par les investisseurs, Thomas. Oui, alors les investisseurs prévoient. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on met un peu plus de hausse de taux en 2022, mais on croirait qu'en 2023, tout va se calmer. Et finalement, on presse autant, voire même un peu moins de hausse de taux. Donc, en fait, qu'on ramène juste un peu plus en 2022, mais qu'au final, on reste sur un cycle de hausse de taux, j'ai envie de dire quasiment normal, avec des taux réels qui vont rester durablement négatifs. Donc, des taux réels, c'est des taux corrigés de l'inflation. Et en effet, on peut se poser la question si ça va être vraiment le cas, surtout si la demande intérieure reste forte. Si la demande intérieure reste forte et qu'on reste sur des niveaux 10% au-dessus de la tendance pré-Covid, il va se poser la question, en effet, s'il ne faut pas agir davantage sur cette demande. Et là, ça va être un vrai dilemme pour la Banque centrale, c'est est-ce qu'on peut vraiment arriver à un atterrissage en douceur ou est-ce qu'il ne faut pas, en appuyant sur le frein, la voiture ne va pas aller dans le décor. Ça va être le vrai dilemme pour la Banque centrale. Alors, on n'est pas encore là, mais on a quand même ce scénario de risque qui quand même a tendance à prendre de l'ampleur, hein. Dans les facteurs qui pourraient détendre un peu l'atmosphère sur le risque inflationniste, il y a évidemment ce qui se passe sur le marché du travail. Thomas, tendu, très tendu, on le raconte avec vous régulièrement depuis des mois maintenant. Est-ce qu'on peut imaginer quand même une forme de détente sur ce marché du travail américain qui reste contraint, qui reste encore un peu mystérieux avec quelques millions de personnes qui ne sont pas revenues dans ce marché du travail? Est-ce qu'on peut imaginer quand même que l'offre et la demande trouvent un équilibre un peu moins tendu, on va dire, sur ce marché du travail au cours de cette année 2022? Oui, alors il y a deux facteurs notamment à regarder. Alors d'abord, il y a un grand nombre de malades. On sait qu'en mois de décembre, il y avait 1,70 million d'Américains qui étaient malades. Hein. Et il est fort à penser qu'au mois de janvier, ce sera encore pire. On a vu d'ailleurs des chiffres anglais qui étaient assez intéressants. Il y avait 3% de la force de travail fin décembre qui était absente du travail parce qu'ils avaient eu le Covid. Donc c'est beaucoup. Hein. Donc il faut les remplacer, il faut trouver d'autres gens. Donc on peut se dire en 2022, bon, si Omicron passe, et d'ailleurs on a quand même des premiers signes que Omicron, des signaux de fréquence que Omicron pourrait faire un pic déjà aux États-Unis. Mais voilà, si les gens sont moins malades, ils vont revenir. Deuxième point super important, c'est l'immigration aux États-Unis. On sait que l'immigration est centrale pour le marché de l'emploi américain. Or, le problème avec Covid, c'est qu'en fait l'immigration a beaucoup ralenti. Et donc là, on peut se dire aussi, si on est optimiste par rapport au Covid, que les frontières vont se rouvrir et que l'immigration va revenir, et notamment pour les emplois peu payés dans les services, que ça va remettre un peu ça va permettre au marché de l'emploi de se réaligner entre l'offre et la demande, notamment dans les services. Donc ça, c'est deux sources potentielles où on peut se dire qu'il va y avoir du changement en 2022 si le coronavirus s'estompe. Merci beaucoup Thomas pour votre éclairage sur la situation économique aux États-Unis. Thomas qu'on retrouve le lundi, une semaine sur deux dans Smart Bourse à 12h30, économiste senior US chez Pictet Wealth Management qui était en visioconférence avec nous. Smart Bourse, 12h30, 17h, rediffusé à 20h également sur Bismart chaque jour. Et puis vous nous retrouvez bien sûr en replay sur le site bismart.fr et en podcast également sur toutes les plateformes disponibles. On se retrouve donc ce soir à 17h en direct sur Bismart.